L'IA est déjà partout dans nos vies, dans vos vies, dans nos villes, dans nos grands systèmes complexes, à l'hôpital, dans nos usines, sur nos routes. Vraiment, il faut vous dire, il faut vous figurer l'intelligence artificielle comme une manifestation de la révolution numérique. Et cette révolution numérique, ces algorithmes, ils sont déjà partout présents. Ce n'est pas une nouveauté qui va nous tomber dessus du jour au lendemain, c'est une vague qui monte et qui est consubstantielle de l'histoire de l'informatique. Le grand-père de l'intelligence artificielle, Alan Turing, est le grand-père des sciences de l'information. La notion même a été inventée dans les années 50 lors d'une conférence à l'université de Dartmouth en 1956. Donc c'est une vieille notion, c'est aussi vieux que les sciences de l'information. Et c'est un peu le problème. Il faut qu'on la dépoussière. Il vous faut gouverner plus que réguler, parce que nous allons avoir besoin de l'intelligence artificielle. Nous vivons un grand moment, un grand devoir de transition écologique, par exemple, où il nous revient, il nous appartient de faire toujours plus de gains de productivité, plus de sécurité, moins de morts sur la route, avec de moins en moins de ressources. Il faut apprendre à faire plus avec moins, à optimiser. Eh bien, ces algorithmes qui sont capables de prédire, de reconnaître des patterns, des motifs de comportement à grande échelle, très complexes, ils nous permettent de faire plus avec moins, et on en a grand besoin. Notre population active vieillit, elle va diminuer. Si nous voulons continuer à mobiliser des gains de productivité pour continuer d'avoir une vie matérielle de plus en plus agréable, proposer à nos enfants une vie matérielle plus confortable, alors que la population active va commencer par son vieillissement à diminuer, eh bien, il va falloir qu'on s'appuie sur d'autres moyens, et ces moyens, ce sont les robots. La productivité, ce n'est pas simplement un truc d'industriel, non. En fin de compte, si on a un système redistributif sain, et c'est le cas en France, par exemple, par rapport aux États-Unis, et qu'on redistribue la richesse, et on sait plus le faire qu'on croit quand même, on a un taux de prélèvement obligatoire très important, si on dégage des gains de productivité, on dégage, en fin de compte, quand même du bien-être et du pouvoir d'achat. C'est important, on en a besoin. J'ai envie de commencer par définir, et c'est ce que vous disiez, monsieur, l'IA avant tout comme un imaginaire collectif. Oui, c'est un imaginaire collectif. Nous projetons sous cette notion pétrie de science-fiction nos peurs, nos espoirs, nos aspirations. Quand on pense IA, oui, on pense Skynet, on pense Terminator. Alors oui, cette problématique, cette fascination, cette obsession anthropomorphique, oui, elle va se présenter à nous, mais beaucoup plus loin dans le siècle qu'on ne le pense. Les experts ne sont pas d'accord sur la potentialité de la réalisation de cette révolution, ni même on va dire, du délai dans le temps dans lequel elle arriverait. En tout cas, on est à peu près sûr que ce n'est pas pour demain. En tout cas, ce n'est pas pour 2030. Quand on parle d'IA aujourd'hui, on se réfère en fait à la convergence de trois grandes tendances. La première, qui vient de loin, c'est le calcul de masse, qui de plus en plus maintenant se passe dans le nuage. Et c'est cette capacité à doubler la puissance de calcul à Isoku tous les 12 à 18 mois. C'est la fameuse loi de Moore. Ça continue, ça avance, et avec le modèle d'affaires de l'informatique dans le nuage, où nous ne concentrons plus les moyens de calcul dans nos salons, mais on les délègue à des industriels qui peuvent investir pour faire jouer les économies d'échelle. C'est l'informatique, c'est le cloud computing. Avec ça, on peut penser que les révolutions technoscientifiques de demain, de ce qu'on appelle le calcul quantique, permettront à cette explosion des moyens de calcul de continuer. Rien n'est garanti, mais on peut avoir bon espoir dans le fait que ça continue. Deuxième chose, et ça c'est la grande nouveauté, le fameux big data, l'explosion des flux et des stocks de données de très haute résolution que nous produisons par nos téléphones, par nos objets connectés. Ça, c'est la grande nouveauté. Et ces flux et ces stocks de données viennent alimenter des architectures algorithmiques auto-apprenantes. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme ? C'est une séquence d'instructions incluses dans un programme informatique qui dit très simplement, si telle chose se passe, alors cela doit se passer. Pour programmer la prise de direction d'un véhicule, l'orientation d'un télescope. C'est vraiment un algorithme de base, n'est pas auto-apprenant, il suit une chaîne d'instructions. Les algorithmes dits de machine learning auto-apprenants ne sont pas instruits avec cette série d'instructions, on leur donne une fonction d'objectif, on leur dit tu vas devoir reconnaître sur cette image le visage d'un homme, d'une femme, un tigre, d'un éléphant.
Et ensuite, abreuvé par ce flux de données, tu vas auto-apprendre. Donc, il mimique en effet un petit peu le fonctionnement du cerveau humain. Ces algorithmes, dits de machine learning, et notamment une technique du machine learning qu'on appelle l'apprentissage profond, où en gros, on multiplie par 100 le volume de couches de calcul parallèles sur lesquelles on déploie ces jeux de données, ces architectures algorithmiques, elles n'ont rien de nouveau, rien de nouvel. Le deep learning, il a été inventé dans les années 50, il a été théorisé sur le plan mathématique dans les années 50. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à le faire parler. On arrive en effet à faire que sur le jeu le plus complexe du monde, le jeu de Go, dont la somme de combinaisons possibles sur un jeu de Go dépasse le nombre d'atomes dans l'univers. Donc quand AlphaGo, qui utilise le deep learning de Google, a battu Lee Sedol en 2016, il ne l'a pas battu en calculant toutes les combinaisons possibles. Non, il a appris à jouer. Ça, oui, par contre, il a appris à jouer. Et ça, c'était une surprise. Et je vous laisse imaginer la surprise que ça représentait pour les Chinois. Pour les Chinois, ça a été un moment de surprise stratégique, une insulte pour eux. Leur jeu favori. Les Américains viennent les battre à leur jeu favori. Vous avez vu ce que ça a déclenché. Ça a déclenché une petite révolution. Et ils se sont dit, et ils se donnent les moyens, d'ici 2030, d'être les leaders mondiaux de l'intelligence artificielle. Le président chinois Xi Jinping, il y a 2 semaines, a réuni son politburo, son cabinet ministériel, pour faire une réunion de pilotage de la stratégie chinoise d'intelligence artificielle. Il suit ça de très près, le monsieur. Donc, vraiment, ces 3 composantes, il faut vraiment voir l'IA comme quelque chose qui n'a rien d'artificiel, parce que nous, humains, développons, paramétrons, alimentons, constituons, interprétons ces algorithmes. Et d'ailleurs, un nombre de plus en plus réduit d'êtres humains. On va le voir juste ensuite. Et c'est peu intelligent parce qu'en fait, ce sont des modèles statistiques. Il n'y a rien de biologique là-dedans. Ce sont simplement des modèles statistiques, mathématiques, certes évolués, au plan de leur complexité, parce qu'on peut faire tourner sur ces modèles des sommes et des volumes de données très importants, mais c'est vraiment bête. C'est très bête et c'est un problème. Nous nous apprêtons à déléguer une somme de décisions de plus en plus critiques à des systèmes qui sont débiles. Il faut bien se le dire. C'est un cas d'école de convergence dite NBIC, nano, bio, info, mais pas à la même échelle. Oui, c'est de la nanotechnologie, de la nano-informatique. C'est la loi de Moore. On grave sur des puces de silicium de plus en plus, des motifs de plus en plus petits. Ça, c'est essentiel. Est-ce que c'est bio? Non, pas du tout. Il n'y a rien de biotechnologique dans, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'IA. D'ailleurs, on ne comprend toujours pas bien comment le cerveau fonctionne. On ne comprend rien, enfin, pas rien, mais on comprend très peu aux phénomènes biochimiques très complexes qui animent le cerveau. Donc c'est surtout du N, pas du tout de B, de l'information. Oui, ce sont les sciences de l'information, ça, vraiment beaucoup. Et là, ça n'apparaît pas bien, mais il y a très peu de sciences cognitives là-dedans. Oui, on essaye d'emprunter certains fonctionnements cognitifs au cerveau. Oui, on essaie de reproduire avec ces réseaux de neurones artificiels comment le cerveau essaye d'apprendre. Justement, en observant la nature, en observant son environnement, pour en tirer des patterns, des motifs, et faire de ces motifs une aide à la décision. Donc c'est du gros N, du 0B, du gros I, et un tout petit peu de C. Plus on va avancer, plus ça va changer. Plus on va avancer, plus on va rentrer dans la boîte noire que constitue le cerveau humain, plus en effet il faut s'attendre à ce que l'intelligence artificielle soit de plus en plus pilotée par la biologie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et c'est important de le rappeler. On est rentré dans une course mondiale, il faut se le dire, pour l'IA. Il s'agit d'une vraie course mondiale qui est donc pilotée par ces 3 grandes tendances, machine learning, big data et le calcul sur le nuage. Et cette course ne va pas s'arrêter, elle va continuer d'accélérer parce que d'un côté, on a des grands défis mondiaux qui nous poussent à utiliser de plus en plus de technologies, qui pour réduire notre empreinte carbone, qui pour continuer d'apporter aux Africains, aux Indiens des solutions de développement, d'accès aux services essentiels, qui pour assurer notre sécurité, lutter contre Daesh. Donc tous ces grands défis mondiaux poussent à l'accélération de cette révolution NBIC, et de l'autre, on a quand même une compétition géostratégique mondiale qui continue. On a des grands conglomérats industriels qui se mènent une guerre économique, les fameux GAFA, les Google, les Apple, les Facebook, les Amazon, les Microsoft, qui combattent les BHATX, les Baidu, les Huawei, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Cette réalité oligopolistique, elle existe et elle pousse à l'accélération. Et c'est un système complexe dans lequel les valeurs et le marché s'influencent. On ne peut pas dire que nous sommes rentrés à l'ère des médias sociaux,
où nous mettons en scène nos propres vies sur les réseaux sociaux et ne pas réaliser l'influence que ça a sur les limites de la vie privée. Oui, les dynamiques du système économique, technologique ont un impact sur les valeurs. On ne peut pas croire, on ne peut pas dire que les limites de cette valeur essentielle pour nous, Européens, un peu moins pour les Asiatiques, qu'est la vie privée, n'a pas été remis en cause par cette révolution. Or, dans la mesure où nous ne détenons pas, nous, Européens, les clés industrielles de cette révolution, on va avoir un siège de plus en plus petit à la table des décideurs de ces grandes révolutions. Et c'est un problème. Nous régulons plus que nous gouvernons. Aucun des grands leaders numériques, industriels, qui pilotent ces grandes révolutions de l'économie des plateformes, de l'économie de la data, ne sont européens. Zéro. Ou peut-être un ou deux, peut-être un Allemand, SAP, mais on n'en a pas beaucoup. Donc ça ne va pas être facile de gouverner et de faire percoler nos valeurs dans cette révolution si on n'en a pas les clés. Et c'est pour ça qu'un réveil est vraiment nécessaire, et le réveil ne peut pas se dérouler simplement au niveau français, parce que la taille de notre marché n'est pas critique. La taille critique de marché, elle est européenne, c'est évident. Plus que jamais sur ces questions-là, s'il y a accélération et concentration de richesse, concentration de pouvoir, c'est tout simple de dire quand même que l'union fait la force. Je n'ai pas dit laquelle, mais quand même l'union fait un peu la force quand même. Hein. Ce n'est pas avec un marché de 60 millions de consommateurs, demain 70, qu'on va arriver à prendre un siège important, conséquent, dans cette révolution. Il faut le dire, on a affaire à une oligopole mondiale. Il y a un très petit nombre d'acteurs qui a de plus en plus de pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'ils sont capables de mobiliser ces flux et ces stocks de données. Et cette oligopole, elle est problématique pour la gouvernance mondiale. Pourquoi ? Parce que d'un côté, vous avez des multinationales qui ont une stratégie mondiale. Facebook déploie une stratégie mondiale sur le continent européen, en Afrique, en Inde. Et de l'autre, les États, qui sont censés les gouverner, sont incapables de se coordonner. On n'a toujours pas de convention internationale sur la protection de la vie privée et la régulation de la collecte, du traitement, du stockage et de la circulation des données personnelles. On a une législation européenne, on n'a toujours pas de convention internationale. Et d'ailleurs, d'un pays à l'autre, les préférences et les fondamentaux socioculturels divergent. En Inde, la vie privée passe largement au second plan, derrière l'urgence du développement. Et quand, après-demain, on saura mobiliser ces algorithmes d'apprentissage profond pour permettre d'optimiser, de mesurer le risque de crédit, pour permettre à un vendeur de rue d'avoir accès à un microcrédit, pas à 20%, comme c'est aujourd'hui de taux d'intérêt, mais à 5 ou 6%. Mais que le prix à payer pour cela, c'est que le contrôle de cet individu sur ces données disparaît, et la traçabilité de savoir comment l'algorithme a pris cette décision disparaît aussi. Comment peut-on penser qu'on pourra refuser à 1 milliard d'Indiens cette technologie ? Et alors, comment peut-on penser que, vu la taille critique de ce marché en Inde, ces grands équilibres de valeurs, où l'efficacité passera par-dessus la vie privée, n'auront pas un impact qui sur l'Afrique, c'est évident, et demain sur nous, Européens. Donc c'est pour ça que, plus que jamais, le pouvoir, il part de la technologie et il part de la capacité à l'industrialiser. On a de superbes cartes à jouer en France. On n'a pas de problème en matière d'innovation. On n'a pas de problème en matière technoscientifique. On a parmi les meilleurs talents au monde, le patron de l'IA de Facebook est français. Un des patrons de l'IA de Google est français. On a de gros problèmes, par contre, en matière industrielle. On a perdu une capacité à industrialiser. Et dans la révolution numérique, on se fait piller à peu près tout parce qu'on n'arrive pas à faire passer à l'échelle sur notre continent. Ça, c'est un gros problème. Il faut quand même le dire, ces technologies, mais toutes les technologies, toutes les grandes révolutions technoscientifiques, elles ont une dualité. Les processus, les cycles d'invention, de découverte, dirait monsieur, technoscientifique, sont financés en masse par le denier public. Seul l'impôt, la capacité à faire payer vos petits-enfants, même ceux qui ne sont pas encore nés, sur des cycles très longs pour prendre des risques de façon très importante, seule cette capacité-là, elle est à même de financer, de faire émerger ces grandes révolutions technoscientifiques. Et il faut bien le dire, ce qui motive ces recherches, c'est aussi, oui, les enjeux de sécurité nationale, les enjeux de souveraineté, les enjeux de pouvoir, les enjeux de domination. Et oui, il y a une dualité. Et que donc, oui, comme toujours, depuis toujours, et probablement pour longtemps, ce qui fonde notre capacité à créer le meilleur de l'Internet, c'est une forme de course à l'armement. Et cette course à l'armement, elle est réelle aujourd'hui.
Et je ne ferai que citer Vladimir Poutine, qui, cette année ou l'année dernière, a dit que le pays qui détiendrait les clés de l'intelligence artificielle dominerait le monde. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et donc, voilà une carte de pays qui ont mis en place une stratégie d'IA. On a une stratégie qui est d'excellente qualité, en France, très bien. Regardez les pays qui ne l'ont pas. Regardez le continent africain, par exemple. Demain, le continent africain est menacé de rien de moins que de nouvelles formes de cybercolonialisme où Américains, et surtout Chinois, combattront pour imposer leur modèle d'économie numérique et, on va dire, d'intelligence artificielle. Or, en Afrique, comme en Inde, l'urgence, c'est celle du développement. L'urgence, c'est celle de l'accès aux services essentiels, au crédit, à l'assurance, à la sécurité. Et donc, l'équilibre de valeurs, il n'est pas le même que chez nous. Et donc, si nous n'y sommes pas, si nous n'arrivons pas à y être du point de vue industriel, on risque de voir déferler chez nous un équilibre de valeurs qui ne va pas nous correspondre. Et il va falloir qu'on change. L'appétit pour le risque, évidemment, il n'est pas le même partout. Et ce slide, il a pour but de le rappeler. Je reviens quand même sur un point, il reste 2 minutes, mais aux États-Unis, qui est un pays quand même très avancé, aux États-Unis, l'appétit pour le risque n'a rien à voir avec ce qu'il est chez nous. Aux États-Unis, on laisse quand même les Américains se balader avec des fusils d'assaut dans leur coffre, ce qui mène à des tueries de masse tous les 3 semaines, et ça fait bien 50 ans que ça dure, pas 50 ans qu'il y a des tueries de masse, mais ça fait bien 20 ans qu'il y a des tueries de masse et que tout le monde s'en offusque, et c'est toujours pas interdit. Le goût du risque, et quel est le goût du risque qu'on a, nous, en France? Comment va-t-on retrouver ce goût du risque pour nous permettre, justement, de rééquilibrer et de faire jouer le pouvoir, la puissance de l'IA, les opportunités extraordinaires de l'IA et les risques non moins extraordinaires de l'IA sont inextricablement et irrémédiablement liés. Si nous voulons l'un, il faudra l'autre. En d'autres termes, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Alors, quelle omelette on veut faire? Quel nombre d'œufs on va laisser casser? Et quand je dis casser des œufs, si on veut solutionner le cancer, on ne pourra pas le faire vu la somme d'informations sans des investissements massifs et un recours massif à l'intelligence artificielle. Sans recours massif à des boîtes noires techniques auxquelles on ne comprend finalement pas grand-chose. Et quand je dis « on », si j'amenais le patron de l'IA de Facebook ce soir sur scène, et je lui demandais « Est-ce que toi, Yann Lequin, tu comprends le chemin décisionnel de ton algorithme d'apprentissage profond avec 200 couches de calcul parallèle? Est-ce que tu sais expliquer la décision ?» Eh bien, elle me dirait « Non, je ne sais pas. » Encore une fois, on met sur notre table managériale de gouvernance des boîtes noires techniques auxquelles on ne comprend pas grand-chose. C'est un problème en matière de cybersécurité, c'est un problème en matière de justice, et c'est un problème, évidemment, en matière de contrôle des décisions. Voilà pour résumer. On a des gains de productivité extraordinaires à les capturer, mais pour cela, il va falloir qu'on fasse front en matière, on va dire, de destruction créatrice. Beaucoup d'emplois vont disparaître, beaucoup de tâches vont disparaître. D'ici 2030, selon McKinsey, qui est un excellent cabinet de conseil, en France et en Allemagne, c'est environ 30% des tâches, pas des métiers, 30% des tâches qui vont devoir évoluer. Dans un pays émergent comme en Chine ou en Inde, c'est que 15%. Donc nous, Européens, Français, Allemands, nous sommes au pied du mur. Et la robotisation, ce sont aussi des gains de productivité qui doivent être bien redistribués. Le bien-être de tous, un accès on va dire, à la médecine moins chère, contre une concentration énorme du pouvoir et de la richesse aux mains de quelques multinationales. Comment on s'en sort? Un accès aux services essentiels contre la remise en cause de notre vie privée, de la dignité de la personne humaine. Des problématiques de sécurité énormes, ah oui, c'est des boîtes noires, et des problématiques de contrôle, et je dirais même de contrôle démocratique. Quel partenariat public-privé quand ces intérêts sont pilotés par des grands industriels qui, pour beaucoup, ne sont pas français? Quel partenariat transatlantique on va articuler? Comment on va s'entendre avec les Chinois? Voilà des belles et des grandes questions qu'il nous faudra traiter dans la décennie qui vient.